Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Je vais vous prendre là 30 minutes, c'est ça Christophe? 30 minutes, plutôt pour plonger sur des cas d'usage et des manières d'utiliser la solution par des clients. Donc c'est vraiment pour illustrer un petit peu ce qu'on a vu sur l'étude. Forcément, je vais un peu axer aussi sur ce qui a pu se passer pendant la crise et sur des logiques de digitalisation de la formation pour être un peu raccord avec l'étude que vous avez vue ce matin. BDiz est plus large que ça, mais j'aurai pas le temps de vous parler de tout, donc c'est bien, je pense, de rester assez concentré sur ces cas d'usage-là, parce que je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes venus. Alors, je vais passer très rapidement là-dessus parce que je crois qu'on vous a déjà présenté BDiz tout à l'heure, mais du coup, tout le monde n'était pas là au début, donc juste pour recadrer très rapidement. BDiz créé en 2015, on est leader en mobile learning, social learning, donc le but c'est vraiment d'apporter ces nouvelles manières d'apprendre aux entreprises aujourd'hui en France et partout dans le monde, déployés dans une quarantaine de pays, en 26 langues. Aujourd'hui on est beaucoup plus large que du mobile learning et le social learning, on propose une solution complète, en temps d'année on a eu le temps de développer l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à une entreprise de toute taille pour faire de la formation de toutes les manières possibles. Notre mission, c'est réellement de faciliter l'apprentissage et la transmission des connaissances. On croit à ça depuis le début, ce double aspect, j'apprends mais je peux aussi transmettre, ce qui maintenant est plus évident, mais je peux vous dire qu'en 2015, on en regardait un petit peu plus avec des yeux ronds. Pour ça, comment on fait? Le but, c'est de rendre l'entreprise vraiment réactive avec une stratégie de formation décentralisée. Donc, Hamza l'a souligné, on est éditeur tech, donc on adore les outils, on adore la technologie, mais on sait aussi, parce qu'on est aussi conseil auprès de nos clients, que ça ne suffit pas et qu'on est plutôt dans une logique d'accompagnement de la stratégie de formation globale et dans notre cas, plutôt sur une logique décentralisée, ce qui a beaucoup de sens dans un contexte de crise, vous l'aurez compris, puisque ça a changé beaucoup de choses. Pour le coup, la crise, on est passé de formation, on parlait de présentiel, pas présentiel, maintenant ça a moins de sens. Si on parle de synchrone, pas synchrone, ça a beaucoup plus de sens. On est passé à une digitalisation quasiment en marche forcée dans pas mal de grands groupes, où il a fallu aller très vite, où il a fallu être très percutant, où les collaborateurs ont été extrêmement exigeants envers leur service formation. Donc nous, on était vraiment placés au cœur de tout ça. Ça a été pour nous des années... c'est encore pour le coup des années très fastes, puisque pour le coup on a du coup quasiment tout doublé, le chiffre d'affaires, l'effectif, la surface des bureaux, donc on a été amené à grossir aussi très vite parce qu'il y avait besoin de solutions comme la nôtre, faciles à déployer, rapides à déployer, qui marchent aussi bien sur des mobiles que sur un front web, que intégré au LMS et qui puisse être à l'écoute des clients et en restant quand même à taille humaine, puisque nos interlocuteurs étaient quand même, pour la plupart, je ne trahirai pas le secret, un peu paniqués sur cette période-là, donc il fallait vraiment être à l'écoute. Alors, si je rentre un peu plus en détail, juste pour vous donner un peu une idée avec qui on travaille, on est déployé aujourd'hui sur 150 grands groupes, pour ne citer que les derniers, et notamment ceux avec qui on a contractualisé sur des périodes de crise. On est la solution de formation globale de Orange, donc solution de formation globale en mobile learning, on vient compléter le LMS Cornerstone. On est également la solution de mobile learning global de Total ou encore de Engie par exemple. Donc on sait travailler avec ces grosses structures avec de gros volumes de formation, avec beaucoup d'exigences, notamment en termes de sécurité. Mais on a quelque chose qui est très packagé, donc on travaille aussi avec beaucoup de TI et de la PME, voire parfois des coachs et des indépendants. Voilà, on fait vraiment tout le scope. Donc voilà, je n'ai pas demandé qui était présent aujourd'hui, mais je pense qu'on a un peu des gens je reconnais quelques têtes quand même, mais on a des gens de tous les secteurs et de toutes les tailles d'entreprise, donc on s'adresse à tout le monde pour ça. Donc je reviens sur mon idée de pourquoi nos principes de formation et de construction de l'outil ont été salvateurs et utiles pour nos clients pendant la crise. Parce que ils étaient ceux-là. Donc l'idée, c'était déjà d'avoir, comme je vous le disais,
plateforme complète qui se déploie très rapidement, hein. Vous avez votre plateforme en quelques heures, vous avez vos premières formations en quelques jours, tout est personnalisé, tout est intégré. Alors évidemment, quand on est sur des logiques d'intégration très profondes, ça peut mettre plus longtemps, mais vous avez déjà des choses qui vont très vite. On est l'anti-usine à gaz en formation, si vous voulez. Donc dans la logique de transformation digitale accélérée, voire à marche forcée, ça a été particulièrement utile. C'est vrai que les LMS, aussi complets soient-ils, ont parfois un peu traîné la patte sur cette période-là, tant en termes de bande passante que d'accompagnement, que de nécessité de déploiement ou autre. Nous, en étant des solutions de formation de la génération d'après, on peut tout déployer très vite, aussi bien pour 100 personnes que pour 100 000 personnes. C'est à peu près la même chose en termes de déploiement. Ensuite, l'axe qui était intéressant, c'était de réfléchir sur l'expérience sociale de la formation. Donc, vous l'aurez compris, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment les gens apprennent ensemble, comment ils co-construisent du savoir ensemble, comment ils évoluent dans une logique de développement de leurs compétences ensemble. Donc on est beaucoup sur cet axe de expérience sociale, social learning. On hérite ça bien sûr du mobile, puisque le mobile est un outil éminemment social, donc on a été drivé par ça depuis des années. Ce qui veut dire pendant la crise, c'était aussi une opportunité de fédérer les gens via la formation. C'était pas que je dois faire passer rapidement des nouveaux protocoles, où je dois sensibiliser les gens, même si c'était une part importante. On a vu aussi pas mal d'entreprises qui sont venues nous voir sur une logique, tout le monde maintenant est éparpillé partout en France, ça fait des mois que je n'ai pas vu mes collaborateurs, je veux profiter d'un programme de formation pour créer du lien, pour créer une communauté de gens, pour recréer de l'échange, de la convivialité, enfin tout ce que la formation peut apporter aussi. Et ce genre d'outil permet aussi de le faire. On a même eu des programmes où, allez, je vous le dis pour être transparent, la formation était presque un prétexte parfois à ça, mais bon, ça a mis le pied sur des nouvelles manières de se former qui marchent encore aujourd'hui, donc c'était intéressant de fonctionner comme ça. La décentralisation du savoir, là encore, les gens se sont rendus compte, nous c'est notre credo depuis longtemps, mais que le savoir il est réellement partout dans l'entreprise, que certes un service formation centralisé avec des formations top-down c'est utile pour une partie des formations, moi je crois pas plus de 10-20% en réalité, mais qu'en vérité, la personne quand elle a vraiment une connaissance à acquérir, la plupart du temps, elle va appeler son collègue, elle va appeler son manager, elle va appeler quelqu'un dans une autre équipe qui est connu pour savoir comment débloquer ce truc sur Ariba ou ce genre de choses. Et ça, c'est de la connaissance. Et ça, pour les services de formation, c'est invisible et c'est vachement difficile à capter. Donc la logique de décentralisation est d'avoir un outil assez simple pour que la plupart des gens puissent créer du contenu de formation et faire vivre leur petite communauté. Ça a été particulièrement pertinent dans un contexte où les gens étaient éparpillés partout. L'éparpillement géographique, on a vu que c'était une raison principale tout à l'heure pour la digitalisation de la formation, a été une prise de conscience pour pas mal de services de formation qui se sont dit et là je ne sais pas ce qui se passe et j'ai besoin de savoir ce qui se passe, donc je fournis des outils à mes collaborateurs. Enfin, l'interopérabilité, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est le fait qu'on n'est pas que sur notre outil. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel vous vivez, on est d'accord que vous achetez un billet Air France, bon, c'est peut-être pas trop le moment, mais SNCF, on va dire, vous l'achetez sur une plateforme en ligne, mais vous avez aussi l'application, mais vous avez aussi un SMS au moment clé pour vous dire que le train est à l'heure ou en retard selon les jours. Vous avez éventuellement la possibilité de partager quelque chose sur les réseaux sociaux à vos amis ou autres. Donc c'est vraiment tentaculaire aujourd'hui la technologie. Et dans les systèmes de formation, malheureusement, c'est encore trop fermé. Certes, il y a des logiques de normes type XAPI ou des choses comme ça, mais en vérité, ces normes, elles sont très peu appliquées. Et nous, on a pris la chose à l'inverse, à se dire, OK, on croit tellement dans notre expérience apprenant qu'on est d'accord pour qu'elle se vive sur notre technologie, mais qu'elle puisse se vivre aussi ailleurs, sur le LMS, par exemple, qui parfois est notre allié, parfois notre concurrent, mais même quand il est notre concurrent, on est capable de faire vivre l'expérience BDIS sur le LMS aussi. Donc cette interopérabilité permet aujourd'hui de vivre l'expérience de mobile learning, social learning, apprentissage sur format court, enfin tout ce qu'on peut proposer sur d'autres supports que le nôtre, et le but c'est d'aller de plus en plus loin là-dessus, et je pense que c'est l'avenir des systèmes de formation, parce que c'est la manière de vivre en ligne, entre guillemets, de la plupart des gens aujourd'hui. Et si vous leur dites que vous êtes limité à une chose et vous ne pouvez pas en sortir, et vous ne pouvez pas interconnecter des outils, ils vont trouver ça trop pauvre. Ça sera la même exigence pour la formation. Donc c'est un axe important pour nous, et ça nous a permis en contexte de crise, pour y revenir encore, de se dire on ne vient pas tout casser, on ne vient pas se dire certes notre plateforme
se déploie vite, mais donc du coup c'est que chez nous. Au contraire, on a réussi à augmenter les possibilités du LMS, les taux d'engagement des LMS, là où ils étaient un peu délaissés par des collaborateurs qui étaient perdus et dont c'était pas forcément la priorité d'aller se connecter sur le LMS ou autre. Donc on a aussi ramené des gens là-dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour ces 4 cas, enfin 4 on va dire piliers importants, principe salvateur, j'ai essayé de trouver des cas d'utilisation client qui le reflètent. Donc c'est ceci. Alors vous verrez que, donc je commence par RATP Dev, il y aura aussi Leroy Merlin qui est, pour ceux qui nous connaissent, un partenaire vraiment important pour nous, avec lequel on a vraiment beaucoup expérimenté de choses et qui nous a fait grandir en tant que start-up et qui nous fait encore grandir maintenant en tant que scale-up. Donc j'en parle, mais par contre je passerai un peu plus vite parce que normalement vous avez aussi quelqu'un de Leroy Merlin qui vient juste après, et donc qui vous en dira beaucoup plus et qui a une énorme culture sur ce qui se passe à la fois chez Leroy Merlin aujourd'hui et en digital learning en général. Mais n'allons pas trop vite, commençons d'abord par RATP Dev. Alors RATP Dev, c'est pour ceux qui connaissent, c'est toutes les filiales en fait, d'RATP qui sont dans les régions et à l'étranger. Donc c'est une boîte privée, totalement privée à l'inverse d'RATP, donc avec des logiques de fonctionnement différents, mais qui est quand même sur les mêmes types de transport ou autres missions. Donc, pour faire simple, quand il y a des appels d'offres, par exemple, je ne sais pas, dernièrement en Italie sur le tramway, par exemple, RATP Dev répond pour être le gestionnaire et celui qui va mettre en place ça. Et ils l'ont gagné pour le coup. Donc c'est quand même 20 000 personnes. 50 000 pour RATP tout court, donc vous voyez, on est quand même sur des gros volumes. Ils sont dans 13 pays, ils ont une logique de formation qui est très internationale tout de suite, hein, la langue de base c'est l'anglais, donc c'est très poussé là-dessus. Et ils partaient de quelque chose d'assez simple qui était de la formation uniquement en présentiel, uniquement pour les managers. Donc les managers sur les 20 000, c'est moins de 10% de cette population-là, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'idée, c'était de se dire à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Donc ils avaient le choix entre se dire, on prend un LMS, par exemple celui des RATP, qui est Talentsoft pour l'instant, ou bien on prend une autre solution, et notamment on regarde Bidis en termes de mobile learning, ce qu'ils sont capables de fournir en solution de formation globale. Et finalement, n'ayant pas besoin de profondeur très forte en termes d'administration de la formation, j'entends réservation des salles, ce genre de choses, ils se sont dit un outil comme Bidis va suffire et va avoir une expérience apprenante plus forte et un engagement plus fort. Donc on est la solution globale et unique de formation de RATP Dev depuis aujourd'hui 2 ans. Ce qu'on note, c'est que ça a bien décollé. On est sur un 87% de taux de complétion des capsules, donc ce qui veut dire qu'il y a 87% des gens qui commencent une capsule qui la terminent. Donc en termes de taux de complétion des modules, on est bien au-dessus des moyennes du marché chez eux. Et on est sur à peu près 11 000 capsules terminées. Ils ont un mix entre de la formation qui est créée par eux-mêmes et de la formation qu'ils achètent sur étagère à nos partenaires qui ont fait des contenus spécifiques sur étagère en mobile learning. Je peux citer Ready for Takeoff, je peux citer Tips and Learn, je peux citer Skills Day, je peux citer Skillshare, voilà, il y en a plusieurs là-dessus. Et ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils ont une équipe de formation assez réduite. Et on revient à la problématique de tout à l'heure qui était de dire pour la digitalisation, le frein c'est mon équipe RH, et souvent ça peut être des verrous culturels, on en a parlé, mais ça peut être aussi la taille, hein, simplement de dire j'ai pas le temps d'aller créer autant de formations. Donc eux ont vraiment fait un mix entre des formations métiers très précises, très maison si je peux dire, qu'ils ont fait eux-mêmes, sur lesquels ils sont allés sourcer aussi des experts de chez eux. Ils ont profité d'un outil auteur intégré, intuitif, très simple à utiliser. Et pour le complément, tout ce qui est formation transversale, donc sur le management par exemple, sur la culture digitale par exemple, là ils sont allés chercher du contenu sur étagère. Chez nos partenaires et puis chez nous également, parce qu'on en propose aussi une bibliothèque. Et ça a fait que ils ont eu très rapidement une solution de formation en ligne déployée, efficace, connue en interne et avec un bon succès puisqu'on a ces chiffres-là.
Autre point intéressant chez eux en termes de transformation digitale, ce qui peut être un contexte que vous vivez aussi, c'est que étant une boîte très internationale, ils sont sur une logique de digitalisation de la formation certes, mais internationalisation aussi en même temps de la formation. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est une autre paire de manches. Ça veut dire que tous les contenus ils doivent être en multilangue, ou ils doivent pouvoir facilement passer en multilangue. Ça veut dire que chaque pays doit pouvoir avoir son propre espace sur le back-office pour créer ses propres contenus, éventuellement les partager à d'autres pays, mais ce n'est pas obligatoire. Avoir son suivi statistique à lui, et puis des choses dans ses contenus. Ça veut dire aussi, par exemple, que nous, on a des contenus de formation, par exemple, qui s'appellent les battles, où les gens peuvent se jouer les uns contre les autres, se challenger les uns les autres. Moi, je suis en France, je joue en français, et je peux jouer contre quelqu'un en Italie qui joue en italien. Et c'est toute l'idée de l'outil. Donc tout ça, ça a été aussi on va dire le niveau 2 chez eux, sur lequel il a fallu mettre à disposition ce qu'il fallait technologiquement d'un côté, mais aussi les accompagner dans cette logique-là. Et c'est un point sur lequel je mets un peu d'attention, parce que dans la plupart des boîtes françaises, il y a une filiale ou deux ou autre à l'étranger. Vous pouvez les embarquer dès le début, c'est pas du tout impossible, et il y a des outils qui permettent d'aller vite, notamment tout ce qui va être traduction automatique. Donc nous, par exemple, une capsule, automatiquement, vous pouvez la traduire dans un certain nombre de langues avec l'outil intégré DeepL. Bon, ça vaut le coup de relire quand même les choses, mais honnêtement, DeepL, je pense, parle mieux espagnol que moi, par exemple. Donc c'est intéressant de l'utiliser. Vous avez du sous-titrage automatique des vidéos aussi, qui peut permettre de basculer les choses facilement d'une langue à une autre. Enfin voilà, tout ça, c'est à prendre en compte dans la transformation la transformation digitale tout court, de la formation. Voilà pour ce premier cas, donc RATP Dev. Deuxième cas, je vous ai réservé une autre entreprise qui s'appelle Areas. Je pense que certains connaissent, je pense que d'autres ne connaissent pas. Donc Areas, à l'origine filiale d'Elior, maintenant c'est une boîte qui appartient plutôt à un fonds, je crois. Et c'est des spécialistes de la restauration sur les aires d'autoroute, les gares, les aéroports, voilà, les zones de transport, on va dire, là-dessus. Les salons, ils font aussi beaucoup les salons, et c'est comme ça que nous, on a commencé à travailler avec eux, par exemple, sur le salon de l'auto. Où alors ils ont des besoins particuliers sur ce salon, c'est qu'ils ont des gens qui viennent travailler donc, dans les restaurants, donc ça veut dire qu'ils ont les franchises, Paul, McDonald's, c'est le plus gros franchisé McDonald's de France par exemple, c'est Areas, et donc ils ont des gens qui viennent y travailler, mais qui viennent jour J et qui n'ont pas travaillé avant pour une partie, pas tout le monde, mais une partie des gens. Donc il faut les former sur le terrain, il faut les former vite, il faut les former avec quelque chose d'engageant, parce que sinon ils ne le font pas. Et avant ça, avant que nous on arrive, c'était essentiellement quelque chose qui reposait de manière très lourde et honnêtement beaucoup de responsabilités sur la ligne managériale, qui n'avait clairement pas le temps de le faire et qui pouvait pas le faire si la personne ne le voulait pas. Donc comment ils ont utilisé l'outil de formation digitale? Ils ont beaucoup axé sur la gamification. Donc ce qu'ils ont fait, c'est quand on apprend des choses, on gagne des miles par exemple. Plus on gagne de miles, plus on monte dans un classement, et ils font carrément gagner des choses. Donc, pour le salon de l'auto par exemple, c'était des stages de conduite automobile sportive ou des choses comme ça. Ils essaient de faire des trucs raccords à chaque fois, et ça a très bien marché. Pour le coup, ils ont eu des taux de complétion à 88%, et ils ont eu 95 notions métiers abordées. C'est que des contenus métiers chez eux, il n'y a pas de formation transversale ou autre, très peu, un petit peu de QVT, mais très peu. Mais sinon, c'est vraiment comment je deviens un employé restauration polyvalent, comment je respecte des règles d'hygiène, etc. Donc c'est des choses qui passent bien en digital et qui ont l'intérêt de pouvoir se faire directement sur poste de travail, sur des temps courts, plutôt que chez soi de longues heures avant de venir travailler, ou avec son manager qui perd du temps du coup à vous montrer des choses, alors que si vous suivez cette formation, il peut vous montrer directement les points qui vont pas. Il y a un peu d'AFEST aussi là-dedans évidemment. Donc c'est une logique vraiment de onboarding, formation sur le terrain, comme je disais. Ils font des logiques aussi de campagne, donc en disant voilà, sur X semaines, on va permettre aux gens de jouer entre guillemets, et on regardera les points en fonction de ça. On va envoyer des notifications pour abonder, pour animer cette campagne, etc. Ce positionnement-là, qui est vraiment un peu jeu et un peu libre, en fait, c'est pas souvent de la formation obligatoire. On le voit assez souvent en mobile learning. Souvent, c'est une porte d'entrée en contexte de crise ou en contexte normal, là c'est à peu près la même chose, qui permet d'engager des gens sur ce type d'outils de formation, et après on généralise. C'est le cas chez eux, maintenant on est généralisé sur l'ensemble de la population Areas, sur
plus de sujets. Mais à la base, on était positionné vraiment comme ça. Et le LMS, formation officielle, le mobile learning, vraiment la formation jeu, sensibilisation, sympa à faire, très engageante, voilà, sur quelque chose d'autre. Dernier point que je voulais vous dire là-dessus, l'intérêt de ce cas-là, c'est que aussi ils étaient, comment dire, pas envie de dire qu'ils n'étaient pas prêts, c'était pas le cas, mais disons que sur le terrain directement, ils sont aperçus de choses à changer, de contenu de formation à rajouter qui manquaient, d'autres qu'il fallait enlever parce qu'ils étaient mal compris, etc. Et ils ont vraiment fait ce jeu de pilotage en temps réel. Moi, je les ai vus sur Salon, enlever des formations, changer des choses, en remettre, etc. Et ils nous ont dit cet aspect-là, de pouvoir aller très rapidement dans la conception, de changer les choses, de créer une battle en quelques minutes ou autre, bah, c'était vachement agréable et pertinent dans leur cas de formation métier sur terrain, sur quelques jours, là où il fallait que ça soit important. Donc il y a aussi cet aspect-là et qui marche aussi en contexte de crise. On doit aller très vite. Nous, on a vu, voilà, en moins d'une semaine, il a fallu qu'on déploie des parcours de gestion de crise ou qu'on conçoive même des parcours de gestion de crise. Et l'intérêt, c'est d'avoir ce genre d'outil qui va très vite en termes de conception. Vous avez un storyline ou articulate, c'est intéressant aussi, mais c'est forcément un petit peu plus long à concevoir que des capsules de connaissances qui sont déjà préfaites pour aller vite. Voilà. On supporte aussi au passage du storyline et du articulate, sans problème. Je ne voudrais pas me mettre mal avec eux. Mais l'intérêt, c'est que vous avez un outil à côté intégré pour aller plus vite. Voilà pour le cas expérience sociale et l'idée qu'il y a derrière maintenant aussi, c'est bien sûr de créer des communautés d'apprenants, de pouvoir se dire les gens peuvent partager des bonnes pratiques, filmer des gestes métiers, comment je tire une bière par exemple de la bonne manière, je penche bien le verre, etc. Je peux réaliser une vidéo pédagogique et la partager à mes collaborateurs avec bien sûr des éléments contextuels, des quiz associés, etc. Vous aviez une question, monsieur ? C'était juste pour réagir dans un des premiers points quand vous parliez de LMS absent ou non, enfin, comme vous pouviez occuper cette place. Et ils étaient en plein déploiement CIFA10. Est-ce que vous pouvez nous parler justement, parce qu'ils avaient fait le choix du contenu, et comment vous avez vu évoluer votre prestation quand ensuite CIFA10 s'est un peu plus construit après? On a augmenté en même temps, pour le coup, CIFA10. Alors aujourd'hui, effectivement, le LMS chez eux, c'est CIFA10 et tout l'aspect mobile learning et expérience apprenant à l'XP est chez nous. Et finalement, ils ont gardé les deux solutions en parallèle. Alors c'est vrai qu'ils sont engagés avec CIFA10, donc il y aura certainement un jour un appel d'offres auquel on participera certainement. Mais aujourd'hui, ils ont fait le choix de jouer la complémentarité des deux solutions. Et l'intérêt, c'est qu'à la fois côté CIFA10 et de notre côté, on est capable, nous, de prendre des contenus BDIS et de les mettre sur CIFA10. Et on est capable de récupérer des contenus CIFA10 et de les mettre chez nous, de faire circuler la stat. Donc l'apprenant évolue vraiment dans un contexte sans couture. Et pour lui, c'est très agréable d'avoir le meilleur des deux fonctionnalités. On va même, par exemple, les battles dont je vous parlais tout à l'heure, on est capable de mettre ce mécanisme-là de battle à l'intérieur du LMS. Donc finalement, que ce soit pour Jean-Michel, donc, qui est le chef de projet formation d'Areas, ou pour CIFA10, c'était intéressant parce qu'on a pu augmenter aussi l'engagement et améliorer l'outil. Et donc, c'était pertinent. C'est vrai que maintenant, on a beaucoup grossi en termes de fonctionnalités, donc on est capable de challenger entre guillemets CIFA10 sur ce genre de choses. Je dirais que la seule chose qu'ils ont qui va plus loin, c'est toute la partie administration pour la prise en charge de la formation par des OPCO ou des choses comme ça. Nous, c'est pas des choses pour l'instant où on s'est positionné, ça arrivera certainement, mais c'est pas un besoin global chez nos clients aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas à ce point-là. Nous, on peut faire des exports, des choses comme ça. Eux, ils avaient besoin d'un truc qui allait assez loin là-dessus. Voilà. Mais c'est un peu le jeu qu'on a avec la plupart des LMS du marché. C'est on complète et à certains moments, on peut remplacer aussi si le besoin est en raccord avec ce qu'on peut proposer. Voilà. J'ai répondu à votre question. Alors, juste pour enchaîner, pour vous faire un petit déroulé de ce qu'on peut faire par exemple pour l'onboarding, parce que là finalement sur Areas on était sur une logique de onboarding. Ce qui peut être sympa, c'est de se dire, on a vu ça dans d'autres entreprises, faire du jeu de piste par exemple avec des QR codes, se dire dans l'entreprise le collaborateur qui dans ses premiers jours doit passer dans certains lieux, souvent il faut aller voir à la cantine comment ça se passe, il faut aller dans certains bureaux ou autres, il y trouve des QR codes, il scanne les QR codes, ça déclenche des questions, ces questions lui donnent le lieu des autres QR codes après, souvent pour
pour répondre aux questions, il doit aller demander de l'aide à quelqu'un dans l'entreprise. Donc ça lui permet aussi de nouer des contacts, ça lui permet aussi de rencontrer des équipes. Donc on peut faire tout un jeu de pistes comme ça vraiment sympa avec un challenge novel arrivant. Tout ça est gamifié, on gagne des points, on gagne des badges, on a un petit personnage qui évolue en fonction de son onboarding. Donc c'est vraiment engageant, notamment pour les populations les plus jeunes, mais pas que. Ça marche avec tout le monde, honnêtement, de manière assez étonnante. Et l'idée, c'est que comme l'outil permet aussi de créer des choses, donc vous pouvez prendre, comme je vous disais, par exemple des petites vidéos de vous, créer et y intégrer des petites quiz que vous avez fait vous, on peut demander aux gens à la fin de leur parcours apprenant, donner un feedback, par exemple, ça peut être un point, sur qu'est-ce que vous avez pensé de notre entreprise, ou se présenter aussi. Ça peut être de dire, voilà, Hamza en 3 mots, il va dire qui il est, et puis il va faire un petit quiz après derrière pour que les gens découvrent un petit peu qui il est. Donc il ne faut pas hésiter à mettre en action les nouveaux arrivants là-dessus. Voilà, c'était pour vous donner un peu de perspective sur le onboarding avec ce type d'outils. Donc deuxième axe, décentralisation et interopérabilité avec Laurent Merlin. Je ne le vois pas pour l'instant, donc je vais lui piquer des stats. Il va vous redire la même chose, peut-être sur d'autres trucs, mais il ira beaucoup plus loin que moi. Mais l'idée, c'est que Laurent Merlin, donc on est, nous, solution de formation depuis 2015-2016, donc vraiment les débuts de Bidiz. Il est là, voilà, je le vois arriver. Qu'est-ce qui s'est passé chez eux? Il y a aussi un LMS depuis des années qui est Expert Team Learning. La première étape, ça a été de se dire justement comment on met une solution de mobile learning en complément de ce LMS-là. Donc, d'ailleurs, pour le coup, Expert Team Learning, par exemple, ne commercialise pas de solution de formation directement. C'est la nôtre qui propose. On a ce partenariat qui va jusque-là, pour vous dire. Et l'idée, c'était vraiment de créer du sans couture et des moments d'apprentissage. Donc c'est chez eux solution de formation globale sur tout sujet. Il y a de la formation produit, il y a de la formation métier, il y a de la sécurité, il y a des soft skills, il y a des hard skills, il y a vraiment de tout. Si je puis dire, il y a, je crois qu'il y a des milliers ou des milliers de capsules. J'ai plus le chiffre, il nous le dira, mais c'est vraiment très large aujourd'hui. À tel point que aujourd'hui, le mobile learning, c'est 65% du trafic de formation chez eux. Donc, on est sur 80 000 collaborateurs, donc 23 000 sur LM France, il me semble. Et maintenant, on est déployé aussi sur l'ensemble d'ADO, sauf la Russie. Et donc ce qui fait à peu près 80 000 collaborateurs. Donc on est sur quelque chose de très large à ce niveau-là. Ce qui est intéressant chez eux aussi, c'est qu'on a vraiment travaillé sur la stratégie formation pour faire quelque chose d'ouvert, à tel point qu'il y a presque 80, alors c'est 79% la vraie stat, mais presque 80% des gens qui créent du contenu de formation qui ne sont pas du service formation, qui vont être des experts métiers, des passionnés de leur métier. Vous avez beaucoup de passionnés de bricolage chez Laurent Merlin, qui vont être des gens du siège aussi, mais qui sont experts sur leur sujet. Et l'idée, c'est de les accompagner en mettant en place soit des formations rapides à l'utilisation de l'outil auteur, et leur dire voilà, vous venez passer une journée, paf, on vous dit vous savez utiliser l'outil auteur, vous pouvez créer de la capsule, ou bien même sans ça, leur dire vous pouvez générer des tips, donc ces petites vidéos de formation directement dans l'outil et les partager. Et soit ce sera disponible dans un flux global, soit ce sera rattaché à des contenus de formation plus officiels. Mais on en est là chez Laurent Merlin pour vous dire à quel point ça va vite. Donc les usages qu'on a eu chez eux, c'est vraiment les intégrations LMS, mais du coup j'en ai un peu parlé pour Sifadis. Disons que ça va plus loin chez Laurent Merlin, mais je ne vais pas encore une fois manger sur sa présentation. Tout ce qui va être aussi, donc UGC, j'en ai parlé, c'est les tips. Donc UGC, c'est User Generated Content. Et EGC, c'est Expert Generated Content. Mais dans les deux cas, on ouvre la création de contenu à plus large que le service formation. Et puis le live aussi qui permet de créer des instants de formation. On pourrait se dire là, par exemple, on sort tous notre mobile et au lieu de vous faire une presse comme ça, je vous lance des questions, vous répondez, ou des sondages et vous répondez. Et moi, je pilote tout ça avec mon téléphone et on interagit ensemble. L'idée, c'est qu'un brief magasin, par exemple, ça va aller très bien sur un sujet comme ça. Et nous, c'est toute notre logique, et je rejoins quelques questions qu'il y a eu aussi là, c'était de se dire comment on crée des instants d'apprentissage, des moments d'apprentissage pour qu'il y ait réellement un engagement apprenant. Il ne s'agit pas juste de mettre de la technologie, il ne s'agit pas non plus de mettre que de la stratégie et puis ça ne se parle jamais. Là où les deux se recoupent, c'est vraiment les moments, les rituels d'apprentissage. Donc ça peut être le débrief formation, ça peut être l'utilisation pendant une réunion de l'outil, ça peut être tous les lundis un challenge, voilà, ce genre de choses pour vous dire. Je vais passer vite parce que je pense que je déborde sur le temps, c'est ça, je vous vois. Allez, Laurent Merlin, on en reparlera.
Un autre cas d'usage possible, c'est le lancement produit. Donc ça, c'est régulier chez nous d'utilisation de l'outil pour du lancement produit. Ce qu'il faut, c'est vraiment utiliser des fonctionnalités de l'outil. Ça, c'est valable pour nous comme sur plein d'autres outils, mais utiliser des fonctionnalités clés des outils à des moments clés d'une phase de lancement. Par exemple, vous pouvez vous dire sur la phase de teasing du produit, avant de lancer un modèle de voiture, par exemple, vous allez faire des petites vidéos avec votre téléphone un peu homemade, pas la grosse vidéo officielle, et vous allez diffuser ça chez les concessionnaires. L'idée, c'est de créer un peu de curiosité, que les gens se disent ok, c'est pas la vidéo officielle, mais ça a l'air sympa, c'est quoi ce bouton, etc. Donc vous créez comme ça du teasing. Après, vous pouvez faire de l'animation avec des vraies campagnes, etc. sur la phase de commande. Sur la phase de lancement, vous pouvez avoir de la capsule un peu plus classique, là, vraiment capsule produit. Sur le post-lancement, vous pouvez éventuellement demander aux gens de faire des vidéos de learning feedback en disant voilà, moi en tant que vendeur, comment je vends bien cette voiture, par exemple, c'est quoi mes astuces, qu'est-ce que j'aime bien mettre en avant, et vous récupérez ça comme matériel de formation, vous récompensez les meilleures vidéos, etc. etc. Voilà l'idée. Si je devais dire une chose, c'est fonctionnalité clé d'un produit pour moment clé d'un lancement. Et ça marche à tous les coups. Mais je peux en parler plus longuement après. Et dernier usage pour le coup, on a parlé blended learning, donc je me suis dit tiens, je l'ai rajouté le slide, j'ai rajouté juste tout à l'heure en me disant tiens, ça peut être intéressant de vous en parler. Là aussi, quand vous êtes en formation digitale, c'est intéressant de bien coupler ça avec du présentiel. Donc je vous apprends rien en blended learning évidemment, je vous donne juste un niveau de détail sur comment on peut utiliser les choses. Donc vous avez une formation présentielle, avant la formation, vous faites un rappel des connaissances clés. Donc pour ne pas tout réexpliquer à tout le monde. Par exemple, là j'aurais pu vous faire BDIS en 5 points et tout le monde le fait avant que j'arrive. Comme ça on est tranquille et je ne vous pitch pas BDIS et je ne vous embête pas sur le sujet. Ça peut être aussi des diagnostics, dire voilà comment vous vous sentez aujourd'hui sur la formation. On fait ça 3-4 minutes avant en prenant le café. Faites tout ça sur votre téléphone, ça vous sort des diagrammes ou autre, et moi je m'en sers pour faire évoluer ma présentation ou ma formation aujourd'hui. Donc ça se fait avec des outils d'autodiagnostic qu'on a aussi intégrés dans l'outil. Après, pendant la formation, on va être sur une logique plutôt animation. Donc on va créer des moments où on va jouer ensemble avec le téléphone, l'ordinateur, peu importe. Donc là, c'est des logiques à la Kahoot, à la Klaxoon, mais qui sont bien souvent intégrées à nos types d'outils aujourd'hui pour pas que les gens sortent de l'outil et restent bien et démultiplient pas les choses là-dessus. Et puis l'aspect participatif. Moi, après toutes les formations que je donne, alors j'en donne de moins en moins, mais j'en donne encore quelques-unes, à la fin de la formation, c'est ok, vous filmez, vous avez retenu quoi et qu'est-ce que vous allez appliquer dans votre métier après. Et cette vidéo-là, je vous envoie une notif pour que vous la revoyiez dans 3 semaines, pour que vous vous disiez ah ok, j'étais sur la formation, je me suis embêté avec Julien une journée à écouter tout ce qu'il disait sur comment faire du social learning. Donc maintenant que je suis revenu à mon poste, j'applique. Et je me le suis dit à moi-même dans une vidéo pédagogique dans laquelle j'ai rajouté des quiz, etc. Et évidemment, sinon c'est pas drôle, on partage les vidéos avec tous les gens qui étaient à la formation, comme ça on voit chacun comment il a perçu les choses. Et honnêtement, ces vidéos-là, elles sont mieux que les slides que j'envoie. Elles sont beaucoup plus complètes. Voilà. Et elles parlent beaucoup plus aux gens. Donc voilà un autre moyen. Et bien sûr, après la formation, au lieu d'envoyer juste un questionnaire de est-ce que la formation, elle vous a plu ? Moi, j'ai jamais compris ça, honnêtement. C'est ok, c'est important, mais c'est plus important de savoir vous avez appris quoi. Je sais pas, moi, quand j'étais à l'école, j'avais pas de questionnaire est-ce que le prof vous a plu, j'avais plutôt une interro après, mais bon, ça a peut-être changé entre temps. Mais là, ce qui est important, c'est les rappels, la mémorisation. Moi, ce que j'aime bien appeler le dernier kilomètre de la formation, comment j'applique. Voilà, comment sur le terrain, après, je vais faire le bon geste que j'ai appris, ou je suis un manager et j'ai appris des choses sur la résolution de conflits. Il serait peut-être temps que j'applique les choses dans mon équipe pour que les choses se passent bien. Donc c'est un peu les micro-actions aussi. Voilà. Et tout ça, on peut le faire via des notifs, via des questionnaires spéciaux, etc., etc. Mais phase très importante. Évidemment, on peut aussi faire des évaluations de est-ce que vous avez aimé ou pas la formation, mais c'est quand même pas le plus important pour moi, alors que pour le coup, c'est l'usage le plus étendu. Globalement, là-dessus, en blended learning, et ça sera mon dernier mot, gardez quand même en tête que maintenant, certes, le blended est intéressant dans cette logique de dire je fais un peu de digital, je viens en formation présentielle, je repars faire du digital, je reviens en présentiel, etc. Donc le côté blended, mais on parle quand même beaucoup plus aujourd'hui d'hybride, et là où vous allez devoir être très fort, ce qui n'est pas du tout facile à faire, c'est que il va falloir tout mélanger tout ça. C'est-à-dire qu'il y a
maintenant, il va y avoir des gens qui vont dire ok, moi je viens, et d'autres qui vont dire bah non, moi je viens pas. Donc là, on doit gérer de l'hybride. Ou je veux finalement avoir juste le replay. Ou bien je veux juste participer au forum plus tard. Et tous ces gens-là, il va quand même falloir que vous arriviez à les embarquer et essayer de leur proposer quelque chose de cohérent. Donc on est beaucoup plus sur l'hybride pour moi que du blended qui commence déjà à être un petit peu dépassé. Mais c'est un défi, clairement, sur le sujet. Voilà, j'ai dû exploser mon temps largement, mais comme ça j'ai laissé le temps à Thibaut d'arriver.